La pluie tombait en fines gouttelettes sur les pavés parisiens ce mardi soir d'octobre, créant une symphonie douce contre les vitres du petit café chez Margot, situé dans le 7e arrondissement. Léa Moreau, 25 ans, essuyait machinalement le comptoir en marbre usé par les années, ses gestes répétitifs témoignant d'une routine bien ancrée depuis 3 ans qu'elle travaillait dans cet établissement familial. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon simple, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits fins et fatigués. Elle portait l'uniforme noir classique, un tablier blanc noué autour de sa taille mince, et ses chaussures plates témoignaient des longues heures passées debout à servir une clientèle variée. Le café se vidait progressivement, les derniers clients partant affronter la fraîcheur automnale, laissant derrière eux l'odeur persistante du café fraîchement moulu et des croissants du matin. L'ambiance feutrée du lieu, avec ses murs ornés de photographies en noir et blanc de Paris d'antan, ses banquettes en cuir rouge craquelé et ses petites tables rondes en bois verni, créait une atmosphère intemporelle qui contrastait avec l'agitation de la ville moderne juste derrière les fenêtres embuées. Monsieur Dubois, le propriétaire septuagénaire au visage buriné par les années et aux mains tachées par des décennies de manipulation de grains de café, comptait la recette de la journée derrière son comptoir, ses lunettes perchées sur le bout de son nez aquilin. « Léa, ma petite, tu peux finir de débarrasser la table du fond avant de partir ?» demanda-t-il d'une voix douce, teintée de l'accent parisien authentique. Elle acquiesça d'un sourire las, habituée à ces demandes de dernière minute qui prolongeaient ses journées déjà bien remplies. En se dirigeant vers la table en question, celle près de la grande baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la rue animée, elle remarqua qu'un client avait oublié quelque chose. Posé négligemment sur la banquette en cuir, un portefeuille en cuir noir brillant, visiblement de grande qualité, gisait là comme un objet anodin, mais Léa savait d'expérience que ce genre d'oubli pouvait causer bien des tracas à son propriétaire. Elle le prit délicatement entre ses mains, sentant immédiatement le poids et la qualité exceptionnelle du cuir italien. En l'ouvrant prudemment pour identifier le propriétaire, ses yeux s'écarquillèrent devant le contenu, des liasses de billets de 500 € soigneusement rangés, plusieurs cartes de crédit Platinum et Black, et une carte d'identité qui lui coupa le souffle. Gabriel Moncler était inscrit en lettres dorées sur une carte de visite élégante, et en dessous, elle put lire « PDG, Moncler Industries ». Ce nom lui était familier. Elle l'avait vu dans les journaux économiques que lisaient parfois les clients du café. Gabriel Moncler, 32 ans selon sa carte d'identité, était l'un des hommes les plus riches de France, héritier d'un empire industriel et immobilier qui s'étendait à travers l'Europe. Sa photo sur la carte d'identité révélait un homme aux traits virils, aux cheveux noirs légèrement ondulés et aux yeux d'un bleu intense qui semblait transpercer l'objectif même sur cette simple photographie administrative. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Que pensez-vous de ce début? Dites-nous en commentaire si vous êtes déjà intrigué par ce qui va arriver à Léa. Léa referma soigneusement le portefeuille, son cœur battant légèrement plus vite à l'idée de la fortune qui venait de passer entre ses mains. Elle aurait pu prendre quelques billets. Personne ne l'aurait jamais su, et Dieu sait qu'elle en avait besoin. Son loyer était en retard, ses études de littérature française à la Sorbonne coûtaient cher, et son salaire de serveuse suffisait à peine à couvrir ses besoins de base. Mais l'idée ne l'effleura même pas sérieusement. Élevée par sa grand-mère dans une petite ville de Provence, elle avait appris que l'honnêteté était une valeur non négociable, peu importe les circonstances. « Monsieur Dubois », appela-t-elle en retournant vers le comptoir, « un client a oublié son portefeuille. Connaissez-vous Gabriel Moncler ?» Le vieil homme leva les yeux de sa caisse enregistreuse antique, ses sourcils se fronçant légèrement. « Moncler, ce nom me dit quelque chose. N'est-ce pas ce jeune homme élégant qui vient parfois prendre un café noir sans sucre et qui lit toujours le Financial Times ?» Léa hocha la tête, se souvenant effectivement d'avoir servi ce client à plusieurs reprises, toujours impeccablement vêtu, toujours poli mais distant, laissant toujours un pourboire généreux sans jamais vraiment regarder les serveurs dans les yeux. La recherche de coordonnées s'avéra inutile. Il n'y avait aucun numéro de téléphone personnel dans le portefeuille, seulement des cartes professionnelles et bancaires. Léa savait qu'elle devait agir rapidement. Un homme comme Gabriel Moncler devait déjà s'apercevoir de la perte de son portefeuille, et l'inquiétude devait commencer à s'installer. Elle prit sa décision avec la spontanéité qui la caractérisait. Elle irait déposer le portefeuille au siège social de Moncler Industries,
situé dans le quartier de la Défense. Après avoir fini son service, et dit au revoir à Monsieur Dubois qui la remercia chaleureusement pour sa journée de travail, elle prit le RER direction la Défense, le portefeuille soigneusement rangé dans son sac à main usé qu'elle serrait contre elle comme un trésor. Le voyage en transport en commun lui laissa le temps de réfléchir à l'absurdité de la situation. Elle, petite serveuse sans le sou, se rendait dans l'un des quartiers d'affaires les plus prestigieux de Paris pour rendre un portefeuille contenant probablement plus d'argent qu'elle n'en gagnait en 6 mois. Les tours de verre et d'acier de la Défense se dressaient majestueusement dans le ciel gris, créant un paysage urbain futuriste qui contrastait violemment avec le Paris historique qu'elle connaissait. La tour Montclair, haute de 40 étages, dominait le quartier avec son architecture moderne et ses façades entièrement vitrées qui reflétaient les lumières de la ville comme un miroir géant. En pénétrant dans le hall d'entrée, Léa se sentit immédiatement déplacée. Le sol en marbre blanc brillait sous les éclairages indirects. D'immenses colonnes s'élançaient vers un plafond voûté orné d'une fresque contemporaine et l'ambiance feutrée mais dynamique témoignait d'un monde où l'argent n'était jamais un problème. Des hommes et des femmes en costumes impeccables allaient et venaient avec une assurance naturelle, leurs talons claquant rythmiquement sur le sol, leurs conversations téléphoniques mêlant français et anglais dans un ballet professionnel parfaitement orchestré. La réceptionniste, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux parfaitement coiffés et au maquillage irréprochable, leva les yeux vers Léa, avec une expression qui oscillait entre politesse professionnelle et légère condescendance. « Bonjour, puis-je vous renseigner ?» demanda-t-elle d'une voix cristalline en détaillant discrètement la tenue simple de Léa. « Bonjour, je souhaiterais remettre un objet personnel à Monsieur Montclair. Il a oublié son portefeuille dans le café où je travaille. » expliqua Léa en essayant de prendre l'assurance qui lui manquait naturellement dans ce genre d'environnement. La réceptionniste fronça légèrement les sourcils, comme si cette requête sortait de l'ordinaire. « Monsieur Montclair est en réunion actuellement. Vous pouvez me laisser l'objet, je m'assurerai qu'il lui soit remis, » proposa-t-elle en tendant une main manucurée. Mais Léa secoua la tête poliment, mais fermement. « J'aimerais le lui remettre en main propre, s'il vous plaît. Je peux attendre. » L'expression de la réceptionniste se durcit imperceptiblement, mais elle consulta son écran d'ordinateur avec des gestes précis. « Il a un créneau libre dans 1 heure. Voulez-vous vraiment attendre si longtemps ?» Léa acquiesça et prit place dans l'un des fauteuils en cuir beige du hall d'accueil, ses yeux parcourant l'espace avec curiosité. Les murs étaient ornés de toiles contemporaines au prix probablement vertigineux, et elle pouvait apercevoir, à travers les baies vitrées, la vue spectaculaire sur Paris qui s'étendait à l'horizon. L'attente lui permit d'observer le balai incessant des employés, cadres et visiteurs qui transitaient par ce hall, chacun semblant avoir une mission précise et importante. Elle se sentait comme une intruse dans ce monde de costumes 3 pièces et de montres de luxe, mais sa détermination à agir correctement lui donnait le courage de rester. Au bout d'1 heure qui lui parut interminable, la réceptionniste l'appela. « Monsieur Montclair peut vous recevoir quelques minutes. » Ascenseur numéro 3, 40e étage, bureau 4001. Léa la remercia et se dirigea vers les ascenseurs, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'elle montait vers les hauteurs de la tour. Le 40e étage était encore plus impressionnant que le hall d'entrée. La moquette épaisse étouffait tous les bruits. Les murs habillés de boiseries sombres donnaient une atmosphère feutrée et luxueuse, et les œuvres d'art exposées témoignaient d'un goût raffiné et d'un budget conséquent. La secrétaire particulière de Gabrielle Montclair, une femme élégante d'une 50aine d'années aux cheveux argentés impeccablement coiffés, l'accueillit avec un sourire professionnel mais chaleureux. « Madame, Monsieur Montclair vous attend. Veuillez entrer, s'il vous plaît. » Elle ouvrit une porte en bois massif qui donnait sur un bureau aux dimensions impressionnantes. Des baies vitrées sur 3 côtés offraient une vue panoramique sur Paris, de la Tour Eiffel aux Invalides, et l'ameublement, mélange subtil de modernité et de classicisme, témoignait d'un goût sûr et d'un sens aigu de l'esthétique. Gabrielle Montclair se tenait debout près de la fenêtre, silhouette élégante se découpant contre la lumière déclinante de la fin d'après-midi. Quand il se retourna, Léa fut frappée par sa prestance naturelle. Plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, environ 1,85 m, il portait un costume anthracite parfaitement taillé qui soulignait sa carrure athlétique. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coiffés et ses yeux bleus, encore plus saisissants qu'en photo, semblaient analyser chaque détail avec une intelligence perçante. « Mademoiselle » commença-t-il d'une voix grave et posée,
réalisant qu'il ne connaissait pas son nom. « Moreau, Léa Moreau », répondit-elle en essayant de contrôler le léger tremblement dans sa voix. « J'ai trouvé ceci dans le café où je travaille », dit-elle simplement en sortant le portefeuille de son sac et en le lui tendant. Gabriel prit le portefeuille, ses doigts effleurant brièvement ceux de Léa, et vérifia rapidement son contenu. Son expression, initialement neutre et professionnelle, se transforma progressivement. Ses sourcils se froncèrent légèrement, puis ses yeux se relevèrent vers elle avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Tout y est », constate-t-il simplement, mais sa voix portait une note de surprise. « Je ne vous ai rien pris », répondit Léa, légèrement vexée par l'implication de sa remarque. « Ce n'est pas ce que je voulais dire », se reprit-il rapidement, et pour la première fois, son masque professionnel sembla s'effriter légèrement. « C'est juste que peu de personnes auraient agi comme vous l'avez fait. » Il y eut un silence pendant lequel ils se regardèrent, et Léa sentit que quelque chose d'indéfinissable passait entre eux. « Puis-je vous offrir quelque chose? Un café? Un thé? Vous faire raccompagner ?» proposa-t-il avec une politesse qui semblait sincère. « Non, merci, je dois rentrer », répondit-elle en se dirigeant vers la porte. « Mademoiselle Moreau », l'appela-t-il alors qu'elle posait la main sur la poignée. Elle se retourna, et leurs regards se croisèrent à nouveau. « Merci, dit-il simplement. » Mais il y avait dans ces deux mots une profondeur qui la surprit. Léa quitta la tour Montclair avec un sentiment étrange, mélange de satisfaction d'avoir bien agi et de trouble inexplicable. Le voyage de retour vers son petit appartement du 19e arrondissement lui parut plus long que d'habitude. Son studio de 25 mètres carrés, avec sa kitchenette minuscule, son lit qui servait aussi de canapé et ses livres empilés un peu partout, contrastait violemment avec le luxe qu'elle venait de quitter. Elle prépara un dîner frugal, des pâtes avec un peu de beurre et de parmesan, tout en repensant à cette rencontre improbable. Gabriel Montclair n'était pas comme elle l'avait imaginé. Certes, il était impressionnant et manifestement habitué à commander, mais il y avait eu dans son regard quelque chose de moins froid qu'elle ne l'avait anticipé. Elle s'endormit ce soir-là sans savoir que sa vie était sur le point de basculer de manière totalement inattendue. Le lendemain matin, Léa se réveilla comme d'habitude à 6h30 pour prendre son service de 7h au café. La routine matinale était immuable. Douche rapide, petit déjeuner composé d'un café noir et d'une tartine, vérification que ses cheveux étaient correctement attachés et que son uniforme était impeccable. La météo s'était éclaircie, le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux fins de son appartement, promettant une journée plus agréable que la veille. Elle descendit les 5 étages à pied, comme toujours pour économiser l'électricité de l'ascenseur, et sortit dans la rue qui commençait à s'animer. Les commerçants ouvraient leurs boutiques, les premières voitures circulaient, et l'odeur du pain frais des boulangeries se mêlait aux effluves d'échappement dans cette symphonie urbaine qu'elle connaissait par cœur. Le trajet vers le café était le même depuis 3 ans. Métro ligne 4 jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, puis 10 minutes de marche à travers les rues pavées du 7e arrondissement. Elle aimait cette promenade matinale qui la menait du Paris populaire vers le Paris bourgeois, observant les différences subtiles mais réelles entre les quartiers. Les façades haussmanniennes impeccablement entretenues, les voitures de luxe garées sagement, les vitrines des boutiques de mode et des galeries d'art témoignaient d'un mode de vie qu'elle ne connaissait que de loin. En arrivant devant Chez Margot, elle salua M. Dubois qui préparait déjà les premiers cafés de la journée, l'odeur enivrante des grains fraîchement moulus l'accueillant comme une vieille amie. « Bonjour ma petite Léa, bien dormie ?» demanda-t-il avec sa bienveillance habituelle. « Oui, merci, et vous ?» répondit-elle en nouant son tablier, se glissant déjà dans le rythme de travail qui structurait ses journées. La matinée s'écoula normalement. Service du petit déjeuner aux habitués du quartier, cadres pressés venus chercher leur dose de caféine avant de rejoindre leur bureau, quelques touristes attirés par l'authenticité du lieu, étudiants comme elle venus réviser en sirotant un café au lait. Vers 11h, alors qu'elle essuyait les tables de la terrasse récemment libérée, elle entendit un bruit de moteur inhabituel dans cette rue habituellement calme. En levant les yeux, elle aperçut une McLaren d'un orange métallisé flamboyant qui se garait en double fil juste devant le café. La voiture, d'une beauté saisissante avec ses lignes aérodynamiques et ses détails chromés qui brillaient au soleil, détonnait complètement dans le décor paisible du quartier. Plusieurs passants s'arrêtèrent pour l'admirer, certains sortant leur téléphone pour la photographier. Léa continua son travail, habituée aux excentricités occasionnelles de la clientèle parisienne, mais elle ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil curieux
vers ce bolide qui valait probablement plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans. La portière s'ouvrit avec un léger sifflement pneumatique et Gabriel Moncler en sortit avec l'élégance naturelle qu'elle lui avait découverte la veille. Il portait un costume bleu marine d'une coupe parfaite, une chemise blanche impeccable et une cravate de soie nouée avec précision. Ses cheveux noirs brillaient sous le soleil automnal et il avait l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu à douter de sa place dans le monde. Il ferma la portière, activa l'alarme d'un geste désinvolte et se dirigea directement vers Léa qui avait cessé tout mouvement, un chiffon à la main et la bouche légèrement entr'ouverte. « Mademoiselle Moreau », dit-il en s'approchant, sa voix portant cette même gravité posée que la veille. « Monsieur Moncler », répondit-elle, essayant de retrouver sa contenance malgré la surprise. « Que faites-vous ici ?» Le sourire qu'il lui adressa alors était différent de l'expression neutre qu'elle avait vue dans son bureau. Plus chaleureux, presque amusé. « J'aimerais vous proposer quelque chose, » dit-il simplement. Monsieur Dubois, qui avait observé la scène depuis l'intérieur du café, sortit pour voir de plus près ce client inhabituel et sa voiture extraordinaire. « Bonjour, monsieur », dit-il avec la politesse un peu cérémonieuse qu'il réservait à la clientèle visiblement fortunée. « Bonjour », répondit Gabriel en inclinant légèrement la tête. « Votre établissement a une excellente réputation et votre employé est remarquable. » Monsieur Dubois sourit avec fierté, regardant Léa avec affection. Léa est effectivement une perle, travailleuse, honnête, toujours souriante avec les clients. Gabriel hocha la tête comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Mademoiselle Moreau, accepteriez-vous de déjeuner avec moi? J'aimerais vous parler d'une opportunité qui pourrait vous intéresser. » Léa échangea un regard avec Monsieur Dubois qui l'encouragea d'un hochement de tête. « Mon service ne finit qu'à 14 heures, dit-elle encore sous le choc de cette proposition inattendue. « Parfait, répondit Gabriel en consultant une montre qui devait coûter plus cher que sa voiture. Je vous attendrai. Les 3 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie professionnelle de Léa. Elle ne parvenait pas à se concentrer sur son travail, renversant du café, oubliant des commandes, mélangeant les additions. La McLaren, garée devant le café comme un objet venu d'une autre planète, attirait l'attention de tous les passants et créait un petit attroupement permanent. Gabriel était entré dans le café et avait pris place à sa table habituelle, celle près de la fenêtre, commandant son éternel café noir sans sucre et lisant le Financial Times comme s'il s'agissait d'une journée ordinaire. Mais Léa sentait son regard sur elle chaque fois qu'elle passait près de sa table et cette attention la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Monsieur Dubois, remarquant son agitation, lui glissa à l'oreille. « Ma petite, je ne sais pas ce que cet homme te veut, mais les opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une fois dans une vie. Écoute au moins ce qu'il a à te dire. » À 14 heures précises, Léa retira son tablier, lissa sa jupe noire et rejoignit Gabriel qui l'attendait près de la sortie. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il en lui tenant la porte. Elle acquiesça, encore intimidée par cette situation surréaliste. Il l'accompagna jusqu'à la McLaren, ouvrit la portière passager avec galanterie et attendit qu'elle soit installée avant de contourner la voiture. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Sièges en cuir noir perforé, tableaux de bord en fibre de carbone, écrans digitaux partout et cette odeur particulière du cuir de luxe mélangée aux matériaux high-tech. « Première fois dans une McLaren ?» demanda-t-il avec un sourire amusé en s'installant au volant. « Première fois dans une voiture qui coûte plus de 300 000 €, répondit-elle honnêtement, ce qui le fit rire, un rire sincère qui transformait complètement son visage. Le moteur démarra avec un grondement sourd qui fit vibrer tout l'habitacle, attirant immédiatement l'attention de tous les passants du quartier. Gabriel manœuvra avec expertise dans les rues étroites du 7e arrondissement, naviguant dans la circulation parisienne avec l'aisance de quelqu'un qui avait l'habitude de conduire des voitures exceptionnelles. « Où m'emmenez-vous » demanda Léa, réalisant soudain qu'elle ne savait rien de leur destination. « Dans un endroit tranquille où nous pourrons parler », répondit-il en s'engageant sur les Champs-Élysées. La vue depuis la McLaren était différente de celle qu'elle avait habituellement de Paris. Assise si bas, avec la puissance du moteur sous le capot et le luxe qui l'entourait, elle avait l'impression de voir la ville sous un angle nouveau, comme si elle découvrait un Paris parallèle réservé aux privilégiés. Ils s'arrêtèrent devant le Plaza Athénée, l'un des palaces les plus prestigieux de Paris. Le voiturier se précipita pour prendre les clés, saluant Gabriel avec le respect mêlé de familiarité réservé aux clients réguliers. « Monsieur Moncler »,
Heureux de vous revoir, dit-il en français, teinté d'un accent italien. Bonjour, Marco, répondit Gabriel en glissant un billet dans la main de l'homme. La table habituelle au restaurant Alain Ducasse? Exactement. Léa suivit Gabriel à travers le hall somptueux de l'hôtel, ses pas s'enfonçant dans l'épaisse moquette rouge, ses yeux éblouis par les lustres en cristal, les dorures et le marbre. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit si luxueux et elle se sentait déplacée dans sa simple robe noire de serveuse, même si elle avait retiré son tablier. Le restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée était l'incarnation du raffinement français. Nappes blanches immaculées, argenterie brillante, verrerie en cristal, service impeccable et discret. Le maître d'hôtel accueillit Gabriel comme un ami de longue date, les conduisant vers une table près de la fenêtre qui offrait une vue magnifique sur l'avenue Montaigne. « Votre table préférée, monsieur Moncler », dit-il en avançant la chaise de Léa avec une courtoisie parfaite. « Merci, Philippe », répondit Gabriel en s'asseyant face à elle. Un sommelier apparut immédiatement avec la carte des vins, mais Gabriel leva la main. « Apportez-nous la cuvée Dom Pérignon 2012, s'il vous plaît. » Léa voulut protester. Elle ne buvait jamais d'alcool pendant la journée et certainement pas du champagne à 300 € la bouteille. Mais Gabriel l'arrêta d'un geste. « C'est une occasion spéciale, » dit-il avec un sourire mystérieux. « Monsieur Moncler, » commença Léa une fois qu'ils furent seuls, « je ne comprends pas pourquoi vous m'avez amené ici. Hier, j'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. » Gabriel se pencha légèrement vers elle, ses yeux bleus la fixant avec une intensité qui la troubla. « C'est là que vous vous trompez, Léa. Puis-je vous appeler Léa ?» Elle acquiesça. La plupart des gens n'auraient pas agi comme vous. Ils auraient pris l'argent, ou au minimum demandé une récompense. Vous n'avez rien demandé. Vous avez perdu votre soirée, pris le RER jusqu'à la Défense, attendu 1 heure dans mon bureau, le tout pour rendre quelque chose qui ne vous appartenait pas, sans rien attendre en retour. Le champagne arriva, interrompant leur conversation. Le sommelier effectua le service avec des gestes précis et élégants, versant le liquide doré qui pétillait dans les flûtes en cristal. « À l'honnêteté », dit Gabriel en levant son verre, « une vertu rare dans mon monde. » Léa trempa ses lèvres dans le champagne, découvrant une finesse et une complexité qu'elle n'avait jamais expérimentées. « Votre monde ?» demanda-t-elle, intriguée par cette formulation. Gabriel sourit, mais il y avait une pointe de mélancolie dans son expression. Le monde des affaires, de l'argent, du pouvoir, un monde où chaque geste est calculé, où chaque relation est un investissement, où la confiance est une denrée rare. Il but une gorgée de champagne avant de continuer. « Savez-vous depuis combien de temps je n'avais pas rencontré quelqu'un qui agisse par pure honnêteté, sans arrière-pensée ?» Léa secoua la tête. 3 ans. 3 années pendant lesquelles chaque personne que j'ai rencontrée voulait quelque chose de moi. Un emploi, un investissement, une relation, de l'argent, du prestige. Sa voix portait une lassitude qu'elle n'avait pas perçue la veille dans son bureau. « Mais pourquoi moi ?» demanda Léa, encore incrédule face à cette situation. « Pourquoi ce déjeuner, cette attention ?» Gabriel posa sa flûte et la regarda droit dans les yeux. « Parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié, qu'il existe encore des personnes authentiques dans ce monde. Et parce que j'ai une proposition à vous faire. » Il marqua une pause comme s'il pesait ses mots. « Je cherche une assistante personnelle. Quelqu'un en qui je puisse avoir totalement confiance, qui ne soit pas corrompu par l'argent ou le pouvoir, qui puisse m'accompagner dans mes déplacements, gérer mon agenda privé, être mes yeux et mes oreilles dans certaines situations délicates. » Léa faillit s'étrangler avec son champagne. « Vous me proposez un emploi, pas n'importe quel emploi, » précisa Gabriel. « Un poste de confiance avec un salaire de départ de 8 000 € net par mois, plus les frais, plus une voiture de fonction, plus une formation complète pour vous permettre d'évoluer dans ce milieu. » Le silence qui suivit cette annonce sembla s'étirer à l'infini. Léa sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine que Gabriel pouvait l'entendre. 8 000 € net par mois, c'était plus de 6 fois son salaire actuel. C'était la fin de ses soucis financiers, la possibilité de finir ses études sans stress, de se loger décemment, de ne plus compter chaque centime. Mais c'était aussi quitter son petit monde familier, entrer dans un univers qu'elle ne connaissait pas, travailler pour un homme qui, malgré sa séduction évidente, restait un inconnu. « Pourquoi moi ?» répéta-t-elle, sa voix à peine audible. « Je n'ai aucune formation en gestion, aucune expérience dans le monde des affaires, aucune qualification particulière. » Gabriel sourit, et ce sourire illumina tout son visage. «
Vous avez quelque chose de bien plus précieux que toutes les formations du monde, une intégrité naturelle. Et l'intelligence, ça se voit dans vos yeux. Le reste, ça s'apprend. Le serveur vint prendre leur commande, mais Léa était incapable de se concentrer sur le menu. Gabrielle commanda pour deux, choisissant des plats dont elle n'avait jamais entendu parler. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle finalement. « Bien sûr », répondit Gabrielle. « C'est une décision importante. Prenez le temps qu'il vous faut. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la glissa vers elle. « Mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous aurez décidé. » Le déjeuner se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Gabrielle lui parla de son travail, de ses voyages, de sa vie quotidienne faite de réunions, de négociations et de décisions. Il était passionné par ce qu'il faisait. Cela se voyait dans la façon dont ses yeux s'animaient quand il parlait de ses projets d'investissement ou de développement. Léa découvrait un homme complexe, intelligent et cultivé, bien loin du cliché du patron arrogant qu'elle avait imaginé. À la fin du repas, Gabrielle régla l'addition sans même la regarder, laissant un pourboire généreux au serveur. Il raccompagna Léa au café dans la McLaren, le trajet se déroulant dans un silence pensif. « Réfléchissez bien », dit-il en s'arrêtant devant chez Margot. « Mais sachez que cette proposition ne restera pas ouverte indéfiniment. J'ai besoin de quelqu'un rapidement. » Léa descendit de la voiture, encore étourdie par cette journée irréelle. « Merci pour le déjeuner », dit-elle simplement. « Merci pour hier », répondit-il avant de redémarrer, laissant derrière lui le grondement du moteur et l'odeur des gaz d'échappement. La fin de l'après-midi, au café, passa comme dans un brouillard. Monsieur Dubois, curieux, lui demanda comment s'était passé son déjeuner, mais Léa était incapable de lui expliquer l'ampleur de ce qui venait de lui arriver. Elle servit machinalement les derniers clients, son esprit entièrement accaparé par la proposition de Gabrielle. 8 000 € par mois, c'était la liberté financière, la fin des restrictions, la possibilité de voir du pays, de rencontrer des gens intéressants. Mais c'était aussi l'inconnu total, un saut dans le vide vers un monde qu'elle ne maîtrisait pas. En rentrant chez elle ce soir-là, elle appela sa grand-mère en Provence, la seule personne au monde dont l'opinion comptait vraiment pour elle. « Mamie, j'ai besoin de tes conseils », dit-elle après les politesses d'usage. « Raconte-moi tout, ma chérie », répondit la voix chaude et rassurante de sa grand-mère. Léa lui expliqua toute l'histoire, depuis le portefeuille oublié jusqu'à la proposition d'emploi. Sa grand-mère l'écouta sans l'interrompre, posant seulement quelques questions précises pour bien comprendre la situation. « Ma petite Léa, dit-elle finalement, tu as toujours eu un bon instinct pour juger les gens. Que te dit ton cœur sur cet homme ?» Léa réfléchit quelques secondes. « Qu'il est honnête, malgré les apparences, qu'il y a de la solitude en lui, malgré sa réussite, et qu'il dit la vérité quand il prétend chercher quelqu'un de confiance. Alors tu as ta réponse, » conclut sa grand-mère avec sagesse. « Les opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une fois dans une vie. Et tu sais quoi? Tu as déjà prouvé que tu étais digne de confiance. Maintenant, il faut que tu apprennes à te faire confiance à toi-même. » Cette nuit-là, Léa dormit peu, retournant sans cesse la proposition dans sa tête, pesant le pour et le contre, imaginant sa nouvelle vie possible. Au matin, sa décision était prise. Elle attendit 9 heures pour appeler le numéro que Gabrielle lui avait donné. « Gabriel Moncler », répondit-il de sa voix grave après seulement 2 sonneries. « Monsieur Moncler, c'est Léa Moreau. J'accepte votre proposition. » Il y eut un silence, puis elle entendit ce qui ressemblait à un soupir de soulagement. « Parfait. Pouvez-vous être à mon bureau demain matin à 9 heures? Nous avons beaucoup de choses à organiser. »« Oui, » répondit-elle, sentant l'excitation et l'appréhension mélangées dans sa voix. « Léa? Oui, bienvenue dans votre nouvelle vie. » Le lendemain matin, Léa se présenta à la tour Moncler avec un mélange d'excitation et de nervosité qui lui donnait l'impression d'avoir l'estomac noué. Elle avait choisi sa plus belle tenue, une robe bleu marine simple mais élégante, des chaussures à talons modérés et un blazer noir qui lui donnait une allure plus professionnelle. Gabrielle l'attendait dans son bureau, accompagnée d'une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier et au regard perçant. « Léa, je vous présente Catherine Dubois, ma directrice des ressources humaines. Elle va s'occuper de toutes les formalités administratives. » Catherine serra la main de Léa avec une poignée ferme et évaluatrice. « Monsieur Moncler m'a beaucoup parlé de vous, » dit-elle avec un sourire professionnel. « Nous allons commencer par établir votre contrat de travail, puis nous organiserons votre formation. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Léa démissionna du café, Monsieur Dubois la félicitant chaleureusement tout en regrettant de la perdre.
Elle signa un contrat de travail plus généreux qu'elle n'avait osé l'espérer, incluant une clause de confidentialité et des avantages qu'elle n'avait jamais imaginés. Mutuelle premium, ticket restaurant, 13e mois, participation aux bénéfices de l'entreprise. Gabriel lui fit visiter ses bureaux, lui présenta ses collaborateurs directs, lui expliqua l'organisation de son travail quotidien. Elle découvrit un homme méticuleux, exigeant mais juste, capable de prendre des décisions rapides mais toujours réfléchies. La formation commença immédiatement. Catherine avait organisé un programme intensif, cours d'anglais des affaires, formation aux outils informatiques de pointe, initiation au protocole des affaires internationales, cours de gestion d'agenda et d'organisation d'événements. Léa découvrait un monde dont elle n'avait jamais soupçonné la complexité. Gabriel voyageait constamment. Londres, Milan, Francfort, New York, et ses journées étaient minutées à la minute près. Réunions stratégiques, négociations délicates, dîners d'affaires, événements mondains. Chaque activité avait ses codes, ses règles non écrites, ses enjeux cachés. Au bout d'une semaine, Gabriel décida qu'elle était prête pour l'accompagner dans ses déplacements. « Nous partons pour Londres demain », annonça-t-il un vendredi après-midi. 3 jours de négociations pour le rachat d'une société de technologie financière. Ce sera votre baptême du feu. Léa sentit son estomac se nouer, mais elle était déterminée à prouver qu'elle méritait la confiance qu'il lui accordait. Le vol en jet privé depuis l'aéroport du Bourget fut une nouvelle décuvitation pour elle. L'appareil, un Falcon 7X aux intérieurs en cuir beige et boiseries précieuses, offrait un confort qu'elle n'avait jamais imaginé. Gabriel travaillait pendant le vol, révisait ses dossiers, passait des appels téléphoniques, et Léa l'observait discrètement, impressionnée par sa concentration et son professionnalisme. À Londres, ils descendirent au Claridge's, un palace mythique de Mayfair où Gabriel avait ses habitudes. Léa eut sa propre suite, communiquant avec celle de Gabriel, luxueusement décorée dans le style Art déco qui avait fait la réputation de l'hôtel. « Reposez-vous ce soir », lui dit Gabriel. « Demain, les négociations commencent à 8 heures et elles peuvent durer jusqu'à très tard. » Seule dans sa suite, Léa contempla sa nouvelle réalité. En une semaine, sa vie avait changé du tout au tout. Elle, qui dormait habituellement sur un matelas défoncé dans un studio de 25 mètres carrés, se trouvait maintenant dans une suite de 100 mètres carrés au cœur de Londres, avec un salaire qui avait multiplié ses revenus par 6. Mais au-delà de l'aspect matériel, elle sentait qu'elle était en train de découvrir un monde fascinant, complexe et stimulant. Les négociations du lendemain furent une révélation pour Léa. Elle assista aux réunions en observatrice silencieuse, prenant des notes, gérant la logistique, s'occupant des détails pratiques. Gabriel était impressionnant dans cet environnement. Il maîtrisait parfaitement son sujet, anticipait les objections, trouvait des solutions créatives au blocage, négociait avec une fermeté courtoise qui forçait le respect. Les enjeux étaient considérables, plusieurs centaines de millions d'euros, mais il gardait un calme olympien, ne laissant jamais transparaître la moindre émotion. Léa comprenait pourquoi il avait besoin de quelqu'un de confiance à ses côtés. Dans ce genre de négociation, la moindre information pouvait valoir des millions, et la discrétion était vitale. Le soir, Gabriel l'emmena dîner dans un restaurant étoilé de Knightsbridge. « Comment trouvez-vous votre première journée ?» demanda-t-il en sirotant un verre de vin rouge d'une année exceptionnelle. « Fascinant », répondit Léa sincèrement. « Je ne me rendais pas compte de la complexité de ce que vous faites. » Gabriel sourit. « C'est un monde où tout se joue sur les détails, où la psychologie est aussi importante que les chiffres, où la confiance peut faire ou défaire un accord de plusieurs centaines de millions. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai besoin de quelqu'un sur qui je puisse compter absolument ?» Léa acquiesça, commençant à entrevoir l'ampleur des responsabilités qui l'attendaient. Les jours suivants confirmèrent ses premières impressions. Gabriel était un négociateur hors pair, mais aussi un patron attentionné qui prenait le temps de lui expliquer les subtilités de chaque situation, qu'il intégrait progressivement dans ses activités, qui sollicitait même parfois son avis sur des questions de détail. « Vous avez un regard neuf », lui dit-il un après-midi, après qu'elle eut fait une observation pertinente sur l'attitude d'un interlocuteur. C'est précieux dans ce milieu où tout le monde pense de la même façon. Léa sentait qu'une complicité professionnelle se développait entre eux, basée sur la confiance mutuelle et le respect. De retour à Paris, la routine s'installa rapidement. Léa gérait l'agenda de Gabriel, organisait ses déplacements, l'accompagnait dans ses réunions importantes, gérait sa correspondance privée. Elle découvrait les coulisses du pouvoir économique,
rencontrait des personnalités influentes du monde des affaires, assistait à des événements où se prenaient des décisions qui affectaient des milliers d'emplois. Progressivement, Gabriel lui confia des responsabilités de plus en plus importantes, lui déléguant certaines négociations secondaires, lui demandant de représenter l'entreprise dans certains événements. Au bout d'un mois, Léa avait complètement intégré sa nouvelle vie. Elle avait déménagé dans un appartement beaucoup plus spacieux et confortable dans le 16e arrondissement, s'était constitué une garde-robe professionnelle adaptée à ses nouvelles fonctions, avait ouvert des comptes dans des banques privées qui la traitaient avec les égards dus à une collaboratrice de Gabriel Moncler. Mais ce qui la frappait le plus, c'était l'évolution de sa relation avec Gabriel lui-même. L'homme distant et mystérieux qu'elle avait rencontré au café se révélait progressivement plus accessible, plus humain. Un soir de novembre, alors qu'ils rentrèrent d'un voyage d'affaires épuisant en Allemagne, Gabriel l'invita à prendre un verre dans son bureau avant de partir. « Vous avez été remarquable aujourd'hui », dit-il en servant 2 verres de whisky écossais d'une bouteille qu'il gardait dans un bar caché derrière une bibliothèque pivotante. « Merci », répondit Léa en acceptant le verre. « J'apprends beaucoup à vos côtés. » Gabriel s'installa dans son fauteuil, contemplant la vue sur Paris illuminée qui s'étendait au-delà des baies vitrées. « Vous savez, Léa, dit-il après un moment de silence, vous avez changé quelque chose dans ma façon de travailler. »« Comment ça ?» demanda-t-elle intriguée. « Vous m'avez rappelé pourquoi j'aimais ce métier au début, avant que tout devienne routinier, calculé, prévisible. Vous regardez tout avec des yeux neufs, vous posez les bonnes questions, vous me forcez à expliquer des choses que je tenais pour acquises. Que pensez-vous de cette évolution de la relation entre Léa et Gabriel ? Dites-nous en commentaire si vous êtes curieux de connaître la suite de cette histoire captivante. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Gabriel commença à se confier davantage, partageant avec Léa non seulement les aspects professionnels de sa vie, mais aussi ses réflexions personnelles, ses doutes, ses aspirations. Elle découvrit un homme beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé initialement. Sous l'apparence du businessman impeccable, se cachait quelqu'un qui s'interrogeait sur le sens de sa réussite, qui regrettait parfois la solitude que son statut lui imposait, qui cherchait désespérément des relations authentiques dans un monde où l'argent faussait tous les rapports humains. « Vous savez, » lui dit-il un soir alors qu'il dînait dans un restaurant discret après une journée particulièrement difficile, « parfois je me demande si j'ai vraiment choisi cette vie ou si elle s'est imposée à moi. » Léa l'encouragea à s'expliquer. « Mon père était déjà dans les affaires, mon grand-père avant lui. J'ai grandi dans ce milieu, j'ai fait les écoles qu'il fallait, j'ai pris la succession de l'entreprise familiale. Mais au fond, je ne me suis jamais demandé si c'était vraiment ce que je voulais faire. » Ces confidences créaient entre eux une intimité nouvelle, différente de la simple relation professionnelle qu'ils avaient développée au début. Léa découvrait que Gabriel était passionné de littérature classique, qu'il collectionnait les éditions rares, qu'il aimait la musique de chambre et qu'il avait même composé quelques pièces pour piano dans sa jeunesse. « J'aimerais vous faire entendre mes compositions un jour », dit-il avec une timidité surprenante chez cet homme habitué à commander. « J'aimerais beaucoup », répondit Léa sincèrement. Elle-même lui parlait de ses études de littérature française, qu'elle avait dû interrompre faute de moyens, de son rêve d'écrire un jour, de sa passion pour la poésie du XIXe siècle. Gabriel l'encourageait à reprendre ses études, proposant même de financer sa formation. « Vous pourriez suivre des cours du soir, adapter votre emploi du temps. L'intelligence ne doit jamais être gaspillée, insistait-il. Les semaines passaient et Léa s'épanouissait dans ses nouvelles fonctions. Elle gérait maintenant des dossiers complexes de manière autonome, représentait Gabriel dans certaines négociations, était devenue une interlocutrice respectée dans le milieu des affaires parisien. Son salaire avait été augmenté à 2 reprises, en reconnaissance de ses compétences croissantes, et elle bénéficiait maintenant d'avantages qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Voiture de fonction, prime d'intéressement, participation aux stock options de l'entreprise. Mais au-delà de la réussite matérielle, c'était l'épanouissement intellectuel qui la comblait le plus. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles situations à gérer, de nouvelles personnes à rencontrer. Cependant, cette ascension fulgurante ne passait pas inaperçue dans l'entourage professionnel de Gabriel. Certains de ses collaborateurs de longue date voyaient d'un mauvais œil l'influence croissante de cette ancienne serveuse sur les décisions de leur patron.
Christine Vallier, la directrice financière, une femme de 45 ans qui travaillait pour l'entreprise depuis 15 ans et qui avait toujours espéré obtenir le poste de bras droit de Gabriel, manifestait une hostilité à peine dissimulée envers Léa. « Elle n'a aucune formation, aucune expérience dans notre secteur », murmurait-elle lors des réunions de direction. « Comment peut-on confier des responsabilités aussi importantes à quelqu'un qui servait le café il y a 6 mois ?» Ces critiques ne parvenaient qu'indirectement aux oreilles de Léa, mais elle sentait bien les regards en coin, les conversations qui s'arrêtaient à son passage, l'atmosphère tendue lors de certaines réunions. Gabriel, lui, défendait fermement sa protégée. Léa a prouvé sa valeur sur le terrain, déclarait-il lors d'une réunion de direction particulièrement houleuse. Elle a obtenu des résultats que certains d'entre vous, malgré vos diplômes et votre expérience, n'ont jamais atteints. L'intelligence et l'intégrité valent toutes les formations du monde. Mais ces tensions internes pesaient sur Léa, qui commençait à douter de sa légitimité. Elle redoublait d'efforts, travaillant parfois tard le soir pour préparer des dossiers impeccables, étudiant tous les détails des négociations pour ne jamais être prise en défaut. Gabriel remarqua son surmenage. « Vous vous tuez au travail », lui dit-il un soir en la trouvant encore à son bureau à 22 heures. « Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez plus rien à prouver. »« Si », répondit Léa avec détermination. « Tant qu'ils penseront que je ne mérite pas ma place, je devrais être 2 fois meilleur que les autres. » Un événement inattendu vint bouleverser cet équilibre fragile. Un matin de décembre, Gabriel reçut un appel qui le fit pâlir. Sa sœur cadette, Isabelle, avec qui il entretenait des relations compliquées depuis des années, avait eu un accident de voiture à Monaco et se trouvait dans un état critique. « Je dois partir immédiatement », annonça-t-il à Léa, visiblement bouleversée. « Voulez-vous m'accompagner ?» Sans hésiter, elle accepta. Le voyage vers Monaco se déroula dans un jet privé, affrété en urgence, Gabriel étant rongé par l'angoisse et le remords. « Nous nous sommes disputés la dernière fois que nous nous sommes vus », confie-t-il à Léa pendant le vol. Des histoires d'héritage, de partage de l'entreprise familiale. Des choses tellement dérisoires maintenant. Léa posa une main réconfortante sur son bras, un geste spontané qui le surprit par sa tendresse. À l'hôpital de Monaco, ils apprirent qu'Isabelle était hors de danger, mais qu'elle resterait hospitalisée plusieurs semaines. Gabriel passa de longues heures à son chevet, et Léa découvrit un homme qu'elle ne connaissait pas, vulnérable, émotif, rongé par la culpabilité. Isabelle, une femme de 30 ans aux traits fins qui ressemblait beaucoup à son frère, fut surprise de voir Gabriel accompagné. « Tu ne nous avais jamais présenté aucune de tes collaboratrices », dit-elle avec un sourire malicieux malgré sa fatigue. « Léa n'est pas n'importe quelle collaboratrice », répondit Gabriel. « C'est la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. » Cette déclaration troubla Léa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Isabelle l'observa avec curiosité. « Mon frère n'accorde jamais sa confiance à la légère, » dit-elle quand Gabriel s'absenta pour parler avec les médecins. « Vous devez être quelqu'un d'exceptionnel. »« Je ne suis qu'une ancienne serveuse qui a eu de la chance, » répondit Léa modestement. « Vous croyez vraiment que Gabriel Moncler laisse quoi que ce soit au hasard ?» rétorqua Isabelle avec un rire. « Il vous a choisi pour des raisons précises. La question est, le savez-vous » Cette conversation planta une graine de questionnement dans l'esprit de Léa. Pendant leur séjour à Monaco, elle observa Gabriel sous un jour nouveau. La façon dont il la regardait parfois, avec une intensité qui dépassait le simple cadre professionnel. Les attentions particulières qu'il avait pour elle, s'assurant qu'elle était confortablement installée à l'hôtel, l'emmenant dîner dans les meilleurs restaurants de la principauté, malgré les circonstances difficiles. La manière dont il sollicitait son opinion sur des sujets personnels, pas seulement professionnels. « Que pensez-vous d'Isabelle ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'ils prenaient un verre sur la terrasse de leur hôtel, face à la Méditerranée. « Elle me plaît beaucoup, » répondit Léa sincèrement. « Elle a votre intelligence, mais avec plus de spontanéité. Et elle vous aime beaucoup, même si vous avez des différends. » Gabriel sourit tristement. « Nous avons grandi dans un environnement où l'argent compliquait tout. Elle me reproche d'avoir accepté trop facilement l'héritage familial, de ne pas m'être rebellée contre les attentes de nos parents. »« Et elle a tort ?» demanda Léa doucement. Gabriel la regarda longuement avant de répondre. « Peut-être pas. Peut-être que j'ai choisi la facilité. » De retour à Paris, leur relation avait subtilement évolué. Il y avait maintenant entre eux une complicité émotionnelle qui dépassait le cadre strictement professionnel. Gabriel se confiait davantage, partageait ses doutes, ses questionnements existentiels. Léa découvrait un homme en quête de sens,
fatiguée de la course au profit, aspirant à des relations authentiques. Elle-même ressentait pour lui des sentiments de plus en plus complexes. L'admiration professionnelle s'était muée en affection sincère, teintée d'une attirance qu'elle tentait de refouler. Gabriel Moncler était son patron, un homme issu d'un milieu complètement différent du sien, et surtout, il évoluait dans un monde où les relations étaient souvent intéressées. Comment distinguer l'attirance sincère de la fascination pour le pouvoir et l'argent? Les fêtes de fin d'année approchaient, et Gabriel organisa comme chaque année un gala de charité au profit d'une fondation qu'il avait créée pour l'éducation des enfants défavorisés. « J'aimerais que vous m'accompagniez, dit-il à Léa, pas en tant qu'assistante mais en tant qu'invitée. » Cette invitation la troubla profondément. Accompagner Gabriel à un événement mondain parisien en tant qu'invité signifiait apparaître publiquement à ses côtés, déclencher inévitablement des spéculations dans le milieu parisien où tout se savait rapidement. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, » répondit-elle prudemment. « Les gens vont parler, cela pourrait nuire à votre réputation. » Gabriel la regarda avec surprise. « À ma réputation? Vous croyez vraiment que je me soucie de ce que peuvent penser des gens qui jugent les autres sur leur origine sociale ?» Sa véhémence la surprit. « Léa, vous valez mieux que la plupart des personnes qui seront présentes à ce gala. Votre intelligence, votre intégrité, votre authenticité font de vous quelqu'un d'exceptionnel. Il est temps que vous le compreniez. » Le soir du gala, Léa se présenta dans une robe du soir bleu nuit qu'elle avait choisie avec l'aide de Catherine Dubois, qui était devenue au fil des mois une alliée précieuse. La robe, simple mais élégante, mettait en valeur sa silhouette fine et ses yeux noisettes. Gabriel vint la chercher personnellement, et son expression quand il la vit lui confirma qu'elle avait fait le bon choix. « Vous êtes éblouissante, » dit-il simplement, mais il y avait dans sa voix une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Le gala se déroulait dans l'hôtel particulier que Gabriel possédait dans le 16e arrondissement, une demeure du 19e siècle au salon somptueux décoré pour l'occasion. Léa découvrait pour la première fois la résidence privée de Gabriel et elle fut impressionnée par le raffinement discret qui régnait dans chaque pièce. Antiquités précieuses, tableaux de maître, bibliothèque garnie d'éditions rares, tout témoignait d'un goût sûr et d'une culture approfondie. La soirée fut un succès. Léa évolua avec aisance parmi les invités de prestige, diplomates, chefs d'entreprise, personnalités du monde culturel et artistique. Sa conversation intelligente, sa sincérité naturelle et son absence de calcul lui valurent de nombreux compliments. Gabriel l'observait de loin avec fierté, voyant comme elle s'épanouissait dans cet environnement qui aurait pu l'intimider. « Qui est cette charmante jeune femme ?» demandait-on régulièrement. « Mon associée la plus précieuse », répondait Gabriel, laissant volontairement planer l'ambiguïté sur la nature exacte de leur relation. Vers minuit, alors que les derniers invités s'apprêtaient à partir, Gabriel entraîna Léa vers la bibliothèque, une pièce lambrissée où trônait un piano à queue Steinway. « J'aimerais vous jouer quelque chose, » dit-il en s'installant au clavier. La mélodie qui s'éleva était d'une beauté poignante, mélange de mélancolie et d'espoir qui sembla révéler l'âme de Gabriel. « C'est magnifique, » murmura Léa quand la dernière note s'éteignit. « Vous avez composé cela ?» Gabriel acquiesça. « Il y a longtemps. Je l'ai intitulée « Recherche de l'authentique ». Curieusement, je n'avais jamais eu envie de la jouer pour quelqu'un avant ce soir. Ce moment d'intimité musicale créa entre eux une tension émotionnelle palpable. Ils se regardaient sans parler, et Léa sentait que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer. Gabriel se leva du piano et s'approcha d'elle. « Léa, » dit-il d'une voix sourde, « il faut que je vous dise quelque chose. » Mais avant qu'il puisse continuer, son téléphone portable sonna. C'était son service de sécurité. Un incident grave venait de se produire dans l'une de ses usines en Allemagne, nécessitant sa présence immédiate. Le charme fut rompu, l'urgence professionnelle reprenant ses droits. « Nous devons partir pour Francfort dans 1 heure, » annonça Gabriel, redevenu instantanément l'homme d'affaires efficace. « Préparez-vous, s'il vous plaît. » Léa acquiesça, mais elle garda en elle l'écho de cette mélodie et de ce moment suspendu où tout aurait pu basculer. Le voyage à Francfort fut tendu. L'incident à l'usine était plus grave que prévu. Un accident industriel avait fait plusieurs blessés et des questions de responsabilité se posaient. Gabriel devait gérer la crise médiatique, rassurer les employés, négocier avec les autorités, superviser l'enquête technique. Léa l'assista efficacement, organisant les réunions d'urgence, gérant la communication, coordonnant les équipes juridiques.
Elle découvrait Gabriel sous pression extrême, et elle admirait sa capacité à garder son sang-froid, à prendre les bonnes décisions rapidement, à assumer ses responsabilités sans chercher d'échappatoire. « Vous avez été exceptionnel », lui dit-il après 3 jours d'intense activité qui avaient permis de stabiliser la situation. « Je n'aurais jamais pu gérer cette crise sans vous. » Léa sentait qu'ils formaient maintenant une véritable équipe, soudée par l'épreuve et la confiance mutuelle. De retour à Paris, la routine reprit, mais quelque chose avait changé entre eux. Les regards s'attardèrent plus longtemps, les conversations dérivaient naturellement vers des sujets personnels, les moments de proximité se multipliaient. Gabriel lui offrit des livres rares qu'il pensait pouvoir l'intéresser, l'emmena visiter des expositions, partage avec elle sa passion pour l'art et la musique. Léa découvrait un homme cultivé, sensible, bien différent de l'image froide du businessman qu'il donnait en public. Elle-même s'épanouissait dans cette relation intellectuelle et émotionnelle qui enrichissait sa vie bien au-delà de l'aspect professionnel. Cependant, cette évolution n'échappait pas à l'entourage professionnel de Gabriel. Christine Vallier multipliait les allusions malveillantes sur l'influence particulière que Léa semblait exercer sur les décisions de Gabriel. On se demande si certaines réunions se déroulent vraiment au bureau, lançait-elle avec un sourire venimeux lors d'un conseil d'administration. Ces attaques sournoises blessaient Léa, qui avait toujours maintenu une attitude irréprochable. Elle en parla à Gabriel, qui entra dans une colère froide. « Christine Vallier dépasse les bornes, dit-il sèchement. Je vais avoir une conversation avec elle. » Mais Léa l'en dissuada. « Votre intervention ne ferait que confirmer ses soupçons. Laissez-moi gérer cela à ma façon. » Elle demanda à rencontrer Christine dans un cadre privé, et la confrontation fut rude mais salutaire. « J'ai conscience que ma promotion rapide peut paraître suspecte, dit Léa avec calme, mais elle est fondée uniquement sur mes résultats professionnels. Si vous avez des griefs précis contre mon travail, exposez-les. Sinon, cessez vos insinuations. » Christine, surprise par cette approche directe, battit en retraite, comprenant qu'elle avait affaire à plus forte qu'elle. L'hiver laissa place au printemps, et avec lui arriva un nouveau défi professionnel pour Gabriel. Une entreprise américaine tentait une OPA hostile sur Moncler Industries, menaçant l'indépendance de l'entreprise familiale que Gabriel avait développée pendant 10 ans. La bataille promettait d'être acharnée, nécessitant toutes les ressources et compétences disponibles. « Nous entrons en guerre économique », annonça Gabriel lors d'une réunion d'urgence. « Les prochains mois vont être déterminants pour l'avenir de notre société. » Léa se prépara à vivre une période intense, multipliant les heures de travail, les voyages, les négociations délicates. Elle gérait maintenant des dossiers d'une complexité extrême, négociait avec des banques d'investissement, rencontrait des actionnaires influents, participait à l'élaboration de la stratégie de défense. Cette bataille économique révéla pleinement les capacités exceptionnelles de Léa. Sa finesse d'analyse, sa capacité à détecter les motivations cachées des interlocuteurs, son talent pour trouver des solutions créatives aux problèmes complexes, impressionnait tous ceux qui travaillaient avec elle. Gabriel lui confiait maintenant des responsabilités que certains dirigeants expérimentés n'auraient pas assumées. « Vous êtes devenu indispensable », lui dit-il un soir après une négociation particulièrement difficile qu'elle avait menée avec brio, pas seulement pour moi, mais pour toute l'entreprise. Léa sentait qu'elle avait trouvé sa voie, que ce monde complexe et stimulant des affaires internationales correspondait parfaitement à ses capacités et ses aspirations. Mais cette réussite professionnelle s'accompagnait d'une tension émotionnelle croissante. Les sentiments qu'elle éprouvait pour Gabriel devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Elle admirait son intelligence, sa détermination, son intégrité, mais elle était aussi touchée par sa vulnérabilité cachée, sa recherche d'authenticité dans un monde souvent artificiel. Gabriel, de son côté, manifestait des signes évidents d'attirance. Ses regards, ses attentions particulières, sa façon de solliciter son opinion sur tout, y compris des sujets très personnels, témoignaient de sentiments qui dépassaient le cadre professionnel. « Vous comptez énormément pour moi », lui dit-il un soir où il travaillait tard sur la stratégie anti-OPA. « Plus que vous ne l'imaginez. » Ces mots flottèrent entre eux, lourds de sens mais sans suite immédiate. La situation se compliqua quand Gabriel reçut la visite de son père, Henri Moncler, un homme de 70 ans à la prestance imposante qui avait fondé l'empire familial. Henri était venu de sa retraite dorée sur la Côte d'Azur pour soutenir son fils dans cette bataille cruciale, mais sa présence changeait la dynamique de l'entreprise. « Qui est cette jeune femme »
demanda-t-il à Gabriel après avoir observé Léa en action lors d'une réunion stratégique. Mon assistante personnelle, répondit Gabriel. Elle gère les dossiers les plus délicats. Henri fronça les sourcils. Depuis quand confie-t-on des responsabilités aussi importantes à une assistante? Et d'où sort-elle? Quelle est sa formation? Gabriel sentit l'irritation monter. Elle sort du café où elle travaillait comme serveuse, et sa formation, elle l'a fait sur le terrain. Ses résultats parlent pour elle. Le visage d'Henri se durcit. Gabriel, j'espère que tu ne mélanges pas vie professionnelle et vie privée. Dans notre milieu, ce genre de proximité peut être mal interprété. Cette conversation entre père et fils n'échappa pas à Léa, qui comprit qu'elle était devenue un sujet de préoccupation familiale. La situation était délicate. Henri Monclerc restait l'actionnaire majoritaire de l'entreprise et conservait donc un pouvoir de décision important. S'il s'opposait fermement à sa présence, Gabriel pourrait se trouver en difficulté. Elle décida d'aller voir Henri pour clarifier la situation. « Monsieur Monclerc, dit-elle en frappant à la porte de son bureau temporaire, pourriez-vous m'accorder quelques minutes ?» Henri leva les yeux de ses dossiers, surpris par cette démarche directe. « Entrez, mademoiselle. »« Moreau, Léa Moreau. » Elle s'assit face à lui avec l'assurance que lui avaient donné ses mois d'expérience dans ce milieu. « Je sais que ma présence vous inquiète. Vous vous demandez quelles sont mes véritables motivations si je ne profite pas de la confiance que Gabriel m'accorde. » Henri l'observait avec attention, évaluant cette jeune femme qui osait l'affronter directement. « C'est effectivement une de mes préoccupations, admit-il. »« Monsieur Monclerc, continua Léa, je vais être parfaitement honnête avec vous. Il y a 6 mois, j'étais serveuse dans un café. Je gagnais 1 000 € par mois, et mon plus gros souci était de payer mon loyer. Gabriel m'a offert une opportunité extraordinaire, et j'ai tout fait pour m'en montrer digne. Mes sentiments pour lui sont complexes, je ne le nie pas. Mais jamais, au grand jamais, je ne laisserai ces sentiments compromettre les intérêts de l'entreprise ou influencer mes décisions professionnelles. » Henri l'écoutait avec surprise, désarçonné par cette franchise brutale. « Et concernant Gabriel, demanda-t-il, pensez-vous qu'il soit également impliqué émotionnellement ?» Léa soutint son regard sans fléchir. « Je pense que Gabriel a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir une confiance absolue, quelqu'un qui ne soit pas corrompu par l'argent ou le pouvoir. Si c'est cela que vous appelez implication émotionnelle, alors oui, il est impliqué. » Cette conversation avec Henri marqua un tournant. Le patriarche, impressionné malgré lui par la maturité et l'honnêteté de Léa, cessa ses objections. Il observa même avec attention la façon dont elle travaillait et dut reconnaître ses compétences exceptionnelles. « Cette jeune femme a quelque chose de particulier, » confia-t-il à Gabriel quelques jours plus tard. « Je comprends pourquoi tu lui fais confiance. » Gabriel sourit. « Elle m'a sauvé plus d'une fois ces derniers mois, et pas seulement professionnellement. » Henri hocha la tête pensivement. « Fais attention, mon fils. Le mélange des sentiments et des affaires peut être dangereux, mais si tu es sûr de toi, je le suis, papa. Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûr de quelque chose. » La bataille contre l'OPA hostile atteignait son paroxysme. Gabriel et son équipe, avec Léa en première ligne, avaient mis au point une stratégie de défense sophistiquée, mêlant arguments financiers, juridiques et stratégiques. Les négociations se déroulaient dans des salles de réunion feutrées où se jouaient des milliards d'euros, où chaque mot pesait des millions. Léa impressionnait tous les interlocuteurs par sa maîtrise des dossiers, sa capacité à anticiper les objections, son talent pour désamorcer les tensions. « Qui est cette femme ?» demandaient les négociateurs adverses. « D'où sort-elle » Gabriel répondait avec fierté. « C'est ma meilleure collaboratrice, et elle vaut toutes vos équipes d'experts réunies. » Le jour J arriva, l'assemblée générale extraordinaire qui devait trancher le sort de Monclerc Industries. Gabriel avait réussi à rassembler suffisamment d'actionnaires fidèles pour faire échouer l'OPA, mais le vote promettait d'être serré. Léa avait passé des semaines à préparer cette journée cruciale, vérifiant chaque détail, s'assurant de la présence de tous les actionnaires favorables, anticipant tous les scénarios possibles. Le matin de l'assemblée, Gabriel était nerveux pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Et si nous échouions ?» dit-il en regardant par la fenêtre de son bureau. « 10 ans de travail, l'entreprise de mon père, tout pourrait disparaître. » Léa posa une main rassurante sur son épaule. « Nous n'échouerons pas. Vous avez donné le meilleur de vous-même, l'entreprise est solide, les actionnaires vous font confiance. Quoi qu'il arrive, vous pourrez être fiers de vous. » L'assemblée générale se déroula dans un grand hôtel parisien, devant plus de 200 actionnaires, représentants de fonds d'investissement,
journaliste spécialisé. Gabriel présenta magistralement la stratégie de développement de l'entreprise, démontrant pourquoi l'indépendance était préférable au rachat. Léa l'assistait discrètement, lui glissant des notes, gérant la logistique, coordonnant les équipes. Quand vint le moment du vote, la tension était palpable. Les assesseurs dépouillaient les bulletins sous l'œil attentif des commissaires aux comptes. Résultat du vote, annonça le président de séance. 52,3% contre l'OPA, 47,7% pour. L'offre publique d'achat est rejetée. Un soupir de soulagement parcourut l'équipe de Gabriel. L'entreprise restait indépendante. L'empire familial était sauvé. La soirée de célébration se déroula dans les salons privés de l'hôtel. Gabriel était entouré de ses collaborateurs, d'actionnaires fidèles, de partenaires qui venaient le féliciter. Mais ses yeux cherchaient Léa dans la foule. Il la trouva sur la terrasse, contemplant Paris illuminé. « Vous avez été extraordinaire », dit-il en s'approchant. « Sans vous, nous n'aurions jamais gagné. » Léa se tourna vers lui et dans ses yeux, il vit une émotion qu'elle ne pouvait plus cacher. « Gabriel, » dit-elle doucement, « il faut que nous parlions de nous. » Il acquiesça, sentant que le moment était enfin venu. « Pas ici, » dit-il. « Venez. » Il l'emmena dans sa suite, un appartement luxueux au dernier étage de l'hôtel, avec une vue panoramique sur la capitale. Ils se retrouvèrent seuls pour la première fois depuis des semaines, loin des obligations professionnelles, des urgences, des regards extérieurs. « Léa » commença Gabriel, mais elle l'interrompit. « Laissez-moi parler d'abord. Ces derniers mois ont été les plus intenses de ma vie. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. J'ai développé des compétences que je ne soupçonnais pas avoir. Mais surtout, j'ai appris à vous connaître. L'homme que vous êtes vraiment, pas seulement le patron impressionnant, mais l'homme sensible, intelligent, parfois vulnérable, qui se cache derrière le costume. » Gabriel l'écoutait sans l'interrompre, captivé par ses paroles. « Je sais que notre situation est compliquée, » continua-t-elle. « Je sais qu'il y a entre nous des différences sociales, professionnelles, que les gens parleront, mais je ne peux plus prétendre que mes sentiments pour vous sont purement professionnels. » Gabriel s'approcha d'elle, et pour la première fois, elle ne recula pas. « Léa, » dit-il d'une voix émue, « vous avez changé ma vie. Vous m'avez rendu ma passion pour ce que je fais. Vous m'avez rappelé qu'il existait encore des personnes authentiques dans ce monde. Ces derniers mois, travailler avec vous, vous voir évoluer, grandir, vous épanouir, ça a été le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je vous aime, Léa. Je vous aime pour votre intelligence, votre intégrité, votre courage. Je vous aime pour la femme exceptionnelle que vous êtes devenue, mais aussi pour celle que vous étiez déjà quand vous m'avez rendu ce portefeuille sans rien demander en retour. » Léa sentit ses yeux s'embuer. « Gabriel, » murmura-t-elle, « moi aussi je vous aime. » Leurs lèvres se joignirent dans un baiser qui scellait enfin ce qui couvait entre eux depuis des mois. Un baiser tendre et passionné à la fois, qui effaçait toutes les barrières, tous les doutes, toutes les conventions sociales. Quand ils se séparèrent, ils restèrent enlacés, savourant cette intimité nouvelle. « Qu'est-ce qui va changer maintenant ?» demanda Léa. « Entre nous, professionnellement ?» Gabriel sourit. « Rien et tout. Professionnellement, vous restez ma collaboratrice la plus précieuse. Personnellement, vous devenez la femme de ma vie, si vous l'acceptez. » Léa le regarda dans les yeux. « J'accepte, mais à une condition, que nous gardions toujours cette honnêteté qui nous a réunis. Que l'amour ne nous fasse jamais oublier le respect mutuel et l'intégrité. » Gabriel l'embrassa à nouveau. « Promis, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Que pensez-vous de cette évolution romantique entre Léa et Gabriel? Leur histoire vous émeut-elle? Dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus touché dans cette partie de l'histoire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous appréciez cette histoire captivante. » Les mois qui suivirent furent une période d'adaptation délicate mais heureuse. Gabriel et Léa apprenaient à concilier leur relation amoureuse naissante avec leurs responsabilités professionnelles. Au bureau, ils maintenaient une attitude strictement professionnelle, mais leurs collaborateurs les plus proches ne tardèrent pas à remarquer les changements subtils, la façon dont Gabriel souriait plus souvent, l'assurance nouvelle de Léa, la complicité évidente qui les unissait lors des réunions importantes. Henri Monclerc, qui était resté à Paris pour aider à la restructuration post-OPA, observait cette évolution avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Mon fils semble plus épanoui que jamais », confia-t-il à sa femme lors d'un de leurs appels quotidiens. « Cette jeune femme lui fait du bien. »
Gabriel organisa progressivement la transition de Léa vers des responsabilités encore plus importantes. Elle fut nommée directrice du développement stratégique, un poste créé spécialement pour elle qui lui donnait autorité sur plusieurs départements et une place au conseil d'administration. Cette promotion, amplement méritée par ses performances exceptionnelles, suscita quelques grincements de dents parmi les cadres les plus anciens, mais Gabriel balaya les objections d'un revers de main. « Léa a sauvé cette entreprise », déclarait-il lors du conseil d'administration qui entérinait sa nomination. « Elle mérite cette reconnaissance. » Léa assumait ses nouvelles fonctions avec la même rigueur et la même détermination qui l'avaient caractérisée depuis le début, consciente que tous ses faits et gestes étaient scrutés. Leur relation personnelle s'épanouissait dans la discrétion. Gabriel avait mis à la disposition de Léa un appartement dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, mais elle avait préféré garder son propre logement pour préserver son indépendance. Ils se retrouvèrent le soir après le travail, partageaient des dîners intimes, découvraient ensemble les plaisirs simples d'une relation amoureuse authentique. Gabriel emmenait Léa dans ses voyages personnels, un week-end à Venise, une semaine en Toscane, lui faisant découvrir des lieux magnifiques qu'il avait longtemps visités seul. « Je redécouvre tout avec vous », lui disait-il en la regardant s'émerveiller devant un coucher de soleil sur les canaux vénitiens. « C'est comme si je voyais le monde pour la première fois. » Léa avait repris ses études de littérature française, suivant des cours du soir à la Sorbonne, grâce à l'aménagement de son emploi du temps que Gabriel avait accepté sans hésiter. « L'intelligence doit toujours être cultivée », insistait-il. Elle travaillait sur un mémoire consacré à l'influence de la littérature sur l'évolution sociale au XIXe siècle, un sujet qui passionnait Gabriel par ses résonances avec leur propre histoire. « Vous incarnez parfaitement votre sujet d'étude », lui disait-il en la regardant corriger ses notes. « L'ascension sociale par le mérite et l'intelligence. » Léa souriait. « Avec un petit coup de pouce du destin », ajoutait-elle en pensant à ce fameux portefeuille oublié qui avait tout déclenché. L'été arriva, et avec lui une nouvelle étape dans leur relation. Gabriel proposa à Léa de l'accompagner dans la propriété familiale en Provence, un mât du XVIIIe siècle, entouré de vignobles que la famille possédait depuis 3 générations. « J'aimerais vous présenter ma famille élargie, » dit-il. « Mes cousins, mes oncles et tantes, ils se réunissent tous chaque été. » Léa accepta, consciente que cette invitation marquait une étape symbolique importante. La propriété, située près d'Aix-en-Provence, était d'une beauté saisissante. Ma provençale authentique aux murs ocre, jardin à la française parfaitement entretenu, vignoble s'étendant à perte de vue. « C'est ici que j'ai grandi », expliqua Gabriel en lui faisant visiter les lieux. « Ici que j'ai appris à aimer la beauté, la nature, les choses authentiques. » La réunion familiale permit à Léa de découvrir Gabriel dans un contexte totalement différent. Entouré de ses cousins, oncles et tantes, il redevenait le jeune homme simple et chaleureux qu'il avait dû être avant que les responsabilités ne l'endurcissent. La famille Moncler était nombreuse, diverse, certains membres ayant choisi des voies différentes des affaires. Un cousin peintre, une tante professeure de philosophie, un oncle viticulteur passionné. Tous accueillirent Léa avec curiosité mais bienveillance, rapidement séduits par sa simplicité et son intelligence. Gabriel ne nous avait jamais présenté personne, confie sa cousine Marguerite, une femme de 50 ans à l'esprit libre. Tu dois être très spécial pour qu'il t'amène ici. Léa se sentait acceptée, intégrée dans cette famille qui, malgré sa fortune, avait conservé des valeurs humaines et une authenticité touchante. C'est pendant ce séjour en Provence que Gabriel fit sa demande en mariage. Un soir, après un dîner familial sur la terrasse face au vignoble baigné par la lumière dorée du couchant, il entraîna Léa vers un petit belvédère dominant la vallée. « Léa, dit-il en se tournant vers elle, il y a 1 an, ma vie était parfaitement organisée, prévisible, mais vide de sens. Vous l'avez transformée en profondeur, vous avez apporté l'authenticité, la passion, l'amour vrai. » Il sortit de sa poche un écrin de velours noir et s'agenouilla devant elle. « Voulez-vous devenir ma femme ?» L'anneau était d'une beauté discrète, un solitaire de diamants monté sur un anneau de platine, élégant sans être ostentatoire. Léa sentit ses yeux s'embuer. « Gabriel, murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » La famille, qui avait discrètement assisté à la scène depuis la terrasse, applaudit chaleureusement, et les félicitations se prolongèrent tard dans la nuit autour de bouteilles de champagne et de vin de la propriété. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard, en décembre,
dans l'intimité de la chapelle privée du mas provençal. Léa avait souhaité une cérémonie simple, loin du faste parisien, en présence seulement de leurs proches. Sa grand-mère de Provence, qui avait maintenant 85 ans mais gardait toute sa vivacité d'esprit, fut témoin de Léa. « Je suis fière de toi, ma petite », lui dit-elle en l'aidant à ajuster sa robe de mariée, une création simple mais raffinée en soie ivoire. « Tu as su rester toi-même malgré tous ces changements. » Gabriel était magnifique dans son costume sombre et son émotion était visible quand Léa remonta l'allée de la petite chapelle au bras d'Henri Moncler, qui avait accepté avec émotion de la conduire à l'autel. « Je vous confie ce que j'ai de plus précieux », lui avait dit Gabriel quelques jours plus tôt. « Prenez soin de lui », avait répondu Henri. « Il mérite d'être heureux. » La cérémonie fut empreinte d'émotion et de simplicité. Gabriel et Léa échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, se promettant fidélité, respect et soutien mutuel dans tous les défis de la vie. « Tu m'as sauvé de la solitude dorée où je m'enlisais », dit Gabriel, la voix tremblante d'émotion. « Tu m'as rendu ma capacité à aimer, à espérer, à rêver. Je promets de te protéger, de t'aimer et de te respecter jusqu'à mon dernier souffle. » Léa répondit, « Tu m'as offert bien plus qu'une nouvelle vie. Tu m'as révélé qui je pouvais devenir. Je promets de t'accompagner dans toutes tes aventures, de partager tes joies et tes peines, d'être ton égal et ta complice pour toujours. » Quand ils s'embrassèrent, scellant leur union, l'assistance était émue aux larmes. Le voyage de noces les mena au Japon, un pays que Gabriel avait toujours rêvé de découvrir et qu'il voulait explorer avec Léa. Ils passèrent 3 semaines à voyager de Tokyo à Kyoto, découvrant la culture japonaise, sa philosophie, ses arts, sa gastronomie. Léa était émerveillée par cette civilisation raffinée, où l'esthétisme et la spiritualité se mêlaient harmonieusement. « C'est exactement ce que je cherchais sans le savoir », confia Gabriel en admirant un jardin zen à Kyoto. Cette recherche de la perfection dans la simplicité, cette harmonie entre l'homme et la nature. Ils visitèrent des temples anciens, assistèrent à des cérémonies du thé, rencontrèrent des artisans perpétuant des traditions millénaires. Ce voyage marqua le début de leur passion commune pour l'art et la philosophie orientale, qui influencerait durablement leur façon de concevoir la vie. À leur retour, ils s'installèrent officiellement ensemble dans l'hôtel particulier de Gabriel, que Léa entreprit de réaménager avec goût. Elle y apporta sa sensibilité, créant des espaces plus chaleureux, plus vivants, mélangeant harmonieusement le mobilier ancien et quelques pièces contemporaines. La bibliothèque devint leur lieu de prédilection. Ils y passèrent leurs soirées à lire, Gabriel au piano improvisant des mélodies, tandis que Léa corrigeait ses cours ou préparait ses dossiers professionnels. Cette cohabitation révéla leur capacité d'adaptation mutuelle. Gabriel découvrait les plaisirs de la vie à deux, du partage quotidien, tandis que Léa s'habituait progressivement au luxe sans jamais perdre sa simplicité naturelle. Professionnellement, leur tandem était plus efficace que jamais. Léa dirigeait maintenant une équipe de 15 personnes et gérait des projets d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros. Sa réputation dans le milieu des affaires parisien était solidement établie. On venait la consulter, elle était invitée dans des colloques internationaux, des magazines économiques lui consacrèrent des articles. L'ascension fulgurante de Léa Moncler titrait « Les Échos », retraçant son parcours de serveuse à directrice du développement stratégique. Mais ce qui la rendait le plus fière, c'était le respect qu'elle avait gagné auprès de ses collaborateurs. « Madame Moncler ne demande jamais ce qu'elle n'est pas capable de faire elle-même », témoignait un de ses directeurs de projet. Elle a cette autorité naturelle qui vient de la compétence et de l'honnêteté. 2 ans après leur mariage, Léa annonça à Gabriel qu'elle était enceinte. La nouvelle les combla de bonheur, couronnant leur histoire d'amour d'une promesse d'avenir. « Notre enfant aura les meilleures bases possibles », dit Gabriel en caressant tendrement le ventre encore plat de Léa. L'amour, l'intelligence et l'enseignement de vraies valeurs. Ils aménagèrent une nurserie dans l'aile ensoleillée de l'hôtel particulier, Léa choisissant une décoration douce et naturelle, loin du clinquant doré qui aurait pu correspondre à leur fortune. Gabriel était aux petits soins, veillant à ce que Léa ne se fatigue pas trop, aménageant son emploi du temps pour qu'elle puisse se reposer suffisamment. Leur fille naquit par une belle journée de printemps, une petite merveille aux cheveux châtains de sa mère et aux yeux bleus de son père. Ils l'appelèrent Louise, en hommage à la grand-mère de Léa qui s'était éteinte paisiblement quelques mois plus tôt, après avoir eu la joie d'apprendre la grossesse de sa petite fille. Gabriel découvrait les joies de la paternité
avec un émerveillement touchant, passant des heures à bercer sa fille, à lui chanter les berceuses que lui chantait sa propre mère. « Elle a déjà votre intelligence dans le regard », disait-il à Léa en contemplant le bébé, « et votre douceur. » Léa souriait, touchée par la tendresse de cet homme puissant qui fondait devant sa fille. L'arrivée de Louise transforma leur rythme de vie. Léa prit un congé maternité de 6 mois, confiant temporairement ses responsabilités à ses collaborateurs les plus proches. Gabriel aménagea ses horaires pour passer plus de temps en famille, déléguant davantage à ses équipes. Il découvrait les joies simples de la parentalité, les premiers sourires de Louise, ses premiers gazouillis, ses nuits parfois agitées qui les réveillaient, mais qu'ils affrontaient ensemble avec bonne humeur. « Jamais je n'aurais imaginé que le bonheur puisse être aussi simple », confiait Gabriel à Léa, en regardant leur fille dormir paisiblement dans son berceau. Professionnellement, l'entreprise Moncler Industries continuait de prospérer sous leur direction conjointe. Gabriel avait officiellement nommé Léa vice-présidente exécutive, faisant d'elle sa dauphine naturelle. Cette nomination, qui aurait pu susciter des contestations, fut acceptée par tous tant ses compétences étaient reconnues. L'entreprise se diversifiait dans les technologies vertes, les énergies renouvelables, secteur d'avenir que Léa avait identifié et développé avec succès. « Nous construisons l'avenir », disait-elle lors des réunions stratégiques. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour la planète que nous laisserons à nos enfants. 5 ans après leur rencontre, Gabriel et Léa célébraient cet anniversaire symbolique lors d'un dîner en tête-à-tête dans le petit restaurant italien où ils avaient pris l'habitude de se retrouver quand ils voulaient échapper au protocole et aux obligations mondaines. « Si on m'avait dit il y a 5 ans que ma vie basculerait grâce à un portefeuille oublié, » disait Léa en levant son verre de vin. « J'aurais éclaté de rire. » Gabriel sourit. « Le destin a parfois d'étranges façons de nous guider vers ce qui nous convient. » Il sortit un petit paquet de sa poche. « J'ai quelque chose pour vous. » C'était une édition originale de 1857 des Fleurs du Mal de Baudelaire, dédicacée par l'auteur. « Pour la littéraire que vous êtes resté malgré vos succès en affaires, » dit-il tendrement. Léa caressa la reliure précieuse, émue par cette attention délicate. « Vous savez toujours comment me toucher, » murmura-t-elle. Leur histoire était devenue légendaire dans le milieu des affaires parisiens. Le conte de fées de Léa Moncler était cité en exemple dans les écoles de commerce, les magazines féminins, les émissions de télévision. Mais eux savaient que derrière le côté spectaculaire de leur ascension, c'était surtout une histoire d'amour authentique, de respect mutuel, de valeurs partagées qui avaient permis leur réussite commune. Les contes de fées n'existent que si on y croit et qu'on se donne les moyens de les vivre, aimait à dire Léa lors des conférences où elle était invitée à témoigner de son parcours. Louise grandissait dans un environnement privilégié mais équilibré. Gabriel et Léa veillaient à ce qu'elle comprenne la valeur des choses, qu'elle respecte les autres indépendamment de leur origine sociale, qu'elle développe son intelligence et sa sensibilité. « Notre fille aura tous les avantages que l'argent peut procurer, » disait Gabriel. « Mais surtout, elle aura l'exemple de parents qui se respectent, qui travaillent dur, qui restent humbles malgré leur réussite. » Léa complétait « et qui n'oublient jamais d'où ils viennent. » Ils emmenaient régulièrement Louise voir M. Dubois au café chez Margot, maintenant tenu par son fils, mais où l'ambiance familiale perdurait. Le vieil homme, qui avait maintenant 75 ans, était devenu le grand-père de cœur de Louise, lui racontant des histoires de Paris d'autrefois, lui apprenant à reconnaître les bons cafés et les vraies pâtisseries. L'entreprise Moncler Industries était devenue un groupe international cotant en bourse. Mais Gabriel et Léa avaient maintenu l'esprit familial qui la caractérisait. Ils organisaient régulièrement des événements pour le personnel, s'intéressaient aux problèmes personnels de leurs collaborateurs, finançaient des formations et des reconversions. Une entreprise n'est rien sans les hommes et les femmes qui la font vivre, rappelait Léa lors des réunions de direction. Cette philosophie se traduisait par une fidélité exceptionnelle du personnel et une réputation d'employeur de choix qui permettait d'attirer les meilleurs talents. Un soir d'automne, alors qu'ils se promenaient dans le jardin de leur propriété provençale, où ils passaient désormais tout leur week-end, Gabriel s'arrêta et prit les mains de Léa. « Vous rendez-vous compte du chemin parcouru ?» dit-il en contemplant les vignobles dorés par le soleil couchant. « Parfois j'ai l'impression de rêver », répondit Léa. Cette vie semble trop belle pour être vraie. Gabriel la serra contre lui. Elle est vraie parce que nous l'avons construite ensemble, jour après jour avec honnêteté et amour. C'est cela le vrai bonheur, pas la chance aveugle,
mais la récompense du travail et des sentiments authentiques. Louise accourut vers eux, ses cheveux châtains flottant au vent, son rire cristallin résonnant dans l'air parfumé de lavande. Gabriel la souleva dans ses bras, et tous trois restèrent enlacés face au paysage magnifique, symbole vivant que les contes de fées peuvent parfois devenir réalité quand on a le courage de saisir les opportunités et la sagesse de rester fidèle à ses valeurs. Quelques années plus tard, lors d'une interview pour un magazine économique international, on demanda à Léa quel conseil elle donnerait à une jeune femme ambitieuse. Elle réfléchit un moment, puis répondit avec le sourire « Restez toujours fidèle à vos valeurs, même quand c'est difficile. Soyez honnête, travaillez dur, et n'ayez jamais peur de saisir les opportunités quand elles se présentent. Mais surtout, rappelez-vous qu'aucune réussite professionnelle ne vaut le bonheur d'être aimé et d'aimer en retour. » Cette phrase, reprise par de nombreux médias, devint emblématique de sa philosophie de vie. Gabriel, qui assistait à l'interview, la regardait avec l'admiration intacte du premier jour, celle qu'il avait ressentie quand une simple serveuse lui avait rendu son portefeuille, sans rien demander en échange, lui prouvant que l'honnêteté existait encore dans ce monde. Et chaque soir, quand il bordait Louise dans son lit de petite fille, ils lui racontèrent l'histoire de leur retrouvailles, comment l'honnêteté de maman avait touché le cœur de papa, comment leur amour avait grandi jour après jour, comment le travail et la persévérance avaient transformé leurs rêves en réalité. Et ils vécurent heureux, concluait toujours Louise en battant des mains. Et ils vécurent heureux, confirmèrent Gabriel et Léa en échangeant un regard complice, sachant que leur conte de fées continuait de s'écrire chaque jour, simple et merveilleux à la fois. Voilà la fin de cette belle histoire d'amour. Qu'avez-vous pensé de cette fin? L'histoire de Léa et Gabriel vous a-t-elle touché? Dites-nous en commentaire quel a été votre moment préféré de toute cette aventure. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette histoire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Merci de nous avoir suivis dans cette belle aventure française.